Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on explore l'empathie, non pas comme une simple qualité sympa, mais comme une compétence neurobiologique que tu peux entraîner pour transformer tes accompagnements. Au programme, ce que ton cerveau fait quand tu ressens avec quelqu'un. Pourquoi ça change la relation coach-coaché et comment muscler ton empathie sans t'épuiser. Ça s'applique également dans d'autres domaines de ta vie. Et on termine tout ça avec une surprise à la fin du podcast. Donc reste avec nous jusqu'au bout. Et toi, t'arrive-t-il de percevoir très finement l'état de ton coaché sans toujours savoir quoi en faire pour provoquer un vrai déclic durable ? Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet orienté coach et coaching. Et comme tu le sais, on va te parler de l'empathie. Exactement. Alors aujourd'hui, au plan de l'épisode, on va te parler de plusieurs choses. Déjà, ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es empathique. On va aborder plusieurs sujets, quelques éléments techniques, mais rassure-toi, ça reste accessible à tout le monde. Deuxième point, on va se parler de pourquoi l'empathie change tout dans l'alliance du coaching, mais tu verras que ça s'applique aussi dans tes relations interpersonnelles du quotidien. Point suivant, comment entraîner l'empathie sans tomber dans la détresse empathique, parce que tu verras que c'est un point sur lequel il faut être quand même assez vigilant. On apportera aussi de l'information sur l'accordage relationnel éthique. Alors comme ça te parle peut-être pas tout de suite, mais en gros, c'est créer des percées dans la relation, dans le rapport à l'autre, mais sans manipuler l'autre. Très important. Et puis, on se parlera un petit peu d'IA aussi, pour voir comment cette fameuse empathie pourrait être un vrai différenciateur humain dans cette ère de technologie et d'échange avec des robots. Merci Julien pour ce petit plan de cet épisode. Alors on va commencer du coup par la superpuissance cachée du coach. En fait, l'empathie, c'est pas juste un ressenti, c'est une orchestration de réseaux cérébraux. Parce que c'est ça se passe déjà dans le cerveau. Il y a plein de réseaux neuronaux qui sont câblés de façon à ce que justement on puisse faire preuve d'empathie ou pas. Exactement. Et l'empathie, ça peut s'entraîner aussi. C'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que vu que le cerveau se refaçonne, il y a des personnes qui ont cette empathie innée. Alors encore une fois, derrière le mot inné, on peut mettre plein de choses. On peut se dire tiens, ok, inné, est-ce que du coup ça fait partie de son ADN, tu vois, c'est biologique. Ou alors après, il y a certaines personnes qui diront c'est inné, mais en réalité c'est acquis, dans le sens où en fait c'est un enfant qui va grandir dans une famille où justement il y a de l'empathie autour de lui, où on lui enseigne l'empathie, où il observe autour de lui un environnement qui est empathique et du coup qu'il le devient. Et on pensera que c'était inné parce que c'est un enfant qui l'a développé, mais en fait il l'a appris au cours de son développement. Exactement. Ouais. Donc peut-être le premier point qu'on pourrait voir, qu'on pourrait aborder, c'est celui du système miroir, Julien. Donc ça nous vient, en fait c'est une découverte qui a été faite chez le macaque dans l'ère prémotrice F5. Alors c'est pas la touche F5 de ton clavier, hein. C'est pas parce que tu vas cliquer dessus qu'il va se passer quelque chose. Ouais, merci Julien. Juste pour préciser. Blague pourrie, deuxième édition. T'auras pas entendu la première, toi qui nous écoute, mais c'est pas grave. Non, c'était trop, Julien. On a coupé. C'était vraiment nul. Mais ouais, c'est effectivement une découverte qui a été faite chez le macaque. Je te laisse continuer. Donc voilà, donc en fait, justement, cette ère, en fait, ça s'active quand on agit et quand on observe une action, d'accord, qui offre une base pour comprendre l'autre de l'intérieur. Et en fait, chez l'humain, ce système miroir est également envisagé, même si son rôle reste exact, même si son rôle en fait reste débattu. Donc le truc, c'est que ce serait bien de rester nuancé. Et ça nous vient aussi d'un article PubMed, Julien, ce qu'on est en train de partager là. Oui, effectivement, Samir, important de mettre bien cette nuance en comprenant que c'est des choses qu'on a observées chez le singe, mais que chez l'individu, il peut y avoir des petites différences, il peut y avoir des variations aussi. Donc on prend un petit peu de recul. Après, on parle aussi de ce qu'on appelle les réseaux de résonance émotionnelle. Et là, on est beaucoup plus sur la structure du cerveau humain, puisqu'on va parler de l'insula antérieure et du cortex singulaire antérieur. Alors,
ça te parle peut-être pas trop, toi qui nous écoutes, mais c'est vraiment deux régions du cerveau qui sont importantes et qui s'activent lorsqu'on ressent notre propre douleur et quand on voit aussi une personne souffrir, qui suggère en fait que on a un partage des états affectifs qui serait une clé profonde justement de l'empathie. Et là-dessus, à nouveau, il y a des recherches PubMed et Europe PMC qui sont disponibles. Fait que chez le macaque, on observe des choses qui sont OK, il y a des zones qui s'activent quand le macaque observe un de ses congénères mener une action, faire quelque chose de particulier et il se figure la même chose dans son cerveau. Nous, on va le retrouver sur une partie plus émotionnelle. En fait, on va parler de résonance émotionnelle parce que quand on voit quelqu'un souffrir, particulièrement des proches ou des gens avec qui on a eu un attachement émotionnel, en fait, on voit aussi qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent, les mêmes que lorsque on ressent notre propre douleur. Donc voilà, je voulais juste repréciser les deux pour montrer bien la nuance, mais montrer que il se passe quelque chose quand on se connecte aux autres. Ouais, exact. Et justement, tu vois, moi, ce que ça me faisait penser, justement, ce système miroir, c'est les neurones miroirs, effectivement. C'est ce que je disais, par exemple, un enfant qui va grandir dans un environnement où il y a de l'empathie, il va l'apprendre sans même qu'on lui explique, parce que il observe, il se synchronise, en fait, le cerveau va se façonner de cette façon-là pour pouvoir justement à ce moment-là, en fait, être prédisposé à faire preuve d'empathie et à ressentir également davantage. Après, Julien, juste comme ça, c'est une question en fait, cette empathie, chez certains individus, mais c'est plus des troubles psychiatriques, ils ne peuvent pas le ressentir et ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent même pas le développer. Oui, tout à fait. Il y a effectivement certains profils qui vont être plus en difficulté, en défaut par rapport à ça. On va aussi retrouver ça beaucoup sur le spectre des troubles en fait de l'autisme, sur le TSA, où on va avoir des difficultés de reconnaissance en fait de certains codes et de certaines émotions. Mais là, on parle vraiment de troubles qui sont quand même pas mal avancés. On va retrouver ça sur des personnes qui sont sur le spectre, mais plus proches. Alors, je veux pas dire de la normalité, mais en tout cas avec des signaux plus faibles, justement, de troubles liés au spectre de l'autisme. Mais effectivement, pour certains profils, ça peut être très, très compliqué de connecter à l'empathie. Et du coup, soit ils apprennent à fonctionner avec leur manière de fonctionner et ils s'adaptent, soit effectivement on se retrouve sur des personnes qui sont potentiellement des dangers avant tout pour elles-mêmes, mais qui peuvent aussi devenir un danger pour les autres parce que il n'y a pas de reconnaissance de je t'ai blessé, je t'ai fait du mal, tu souffres, je suis en train de faire quelque chose qui marche pas, je suis en train de faire quelque chose qu'il faut pas. Il y a ce manque de conscience en fait, d'impact sur l'autre et d'intérêt pour l'autre aussi. Ouais, exact. Merci du coup Julien pour cette précision. Juste de retenir de ce point-là, en fait, c'est que connaître la mécanique, savoir que l'empathie, en fait, c'est plus qu'un ressenti, mais que derrière, il y a plein de choses qui se passent dans le cerveau. C'est choisir quand accorder, quand ralentir ou quand inviter à aller beaucoup plus loin en termes d'empathie. Tout à fait. Ouais. Merci Samir pour cette précision-là. Deuxième point sur lequel on va se concentrer maintenant. Le cerveau, il fonctionne en mode empathie. En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc Samir, tu as évoqué les fameux neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faciliter l'identification motrice et émotionnelle. En gros, ton système va se caler sur celui de l'autre personne pour mieux comprendre son intention. C'est hyper utile pour capter les micro-indices non-verbaux, gestes, rythmes, regards, et tu as pas mal d'études justement autour de ça. Point qui va être aussi important de prendre en compte, c'est que tu vas naturellement, en fait, adopter un rythme, une posture, une gestuelle, des mimiques, une manière, en fait, de communiquer quand tu es en face d'une personne ou que tu fais partie d'un groupe dans lequel tu as ta place et avec qui tu aimes connecter. Donc, en clair, si on regarde deux personnes communiquer de l'extérieur, eh bien, plus il va y avoir des différences en termes de posture, d'attitude, de vitesse de parole, de volume, de vocabulaire, plus on pourrait, de l'extérieur, sans vraiment savoir ce qui se passe dans la conversation, on pourrait faire une hypothèse qui se vérifierait dans la plupart des cas, que ces deux personnes-là, en fait, n'accrochent pas entre elles, ne s'entendent pas,
pas de là à ce qu'elle se tape dessus et qu'elle se crie dessus et qu'elle saute à la gorge, hein, mais que il n'y a pas vraiment d'atomes crochus, il n'y a pas vraiment de choses qui se passent. Ouais. Par contre, à l'inverse, quand tu vas voir deux personnes connectées sur la même longueur d'onde, d'avoir des gestuels similaires, d'avoir un rythme similaire, de voir comme si c'était en fait dans un miroir, et ben là, tu peux faire à nouveau le pari que ces personnes-là soit se connaissent déjà très bien et accrochent, soit peut-être viennent de se découvrir, et en tout cas, clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau justement de cette identification, et il y a une synchronisation justement qui se passe à ce niveau-là. Donc, toi qui nous écoutes, je t'invite vraiment à observer autour de toi, de voir tout ce qui se passe, d'observer les relations, d'observer comment les gens interagissent entre eux, et ça va te donner des indications précieuses sur ok, est-ce qu'ils se connaissent déjà? Est-ce qu'ils se connaissent pas déjà? Est-ce qu'ils sont confortables ensemble? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont pas d'accord? C'est hyper intéressant de regarder tout ça d'un peu plus loin. L'autre point, en fait, on va parler un petit peu d'ocytocine. Donc, faut savoir que cette neurohormone augmente la confiance interpersonnelle sans accroître le goût du risque en général. De l'amour, l'ocytocine. Tout n'est qu'amour, Julien. Des cœurs partout. Exactement. Car. Je rigole. Donc, en fait, c'est un indice fort, en fait, qu'un climat de confiance va se construire aussi biologiquement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, même chose, si on observe et qu'on pouvait mesurer ce qui se passe en fait dans des relations, si on voit de l'ocytocine apparaître et en tout cas être produite en plus grande quantité, ça nous montre qu'il se passe quelque chose dans la relation. Alors, les conséquences pour le coaching, c'est plutôt intéressant parce que plus l'alliance, c'est-à-dire l'échange, le contact, la connexion qu'on a avec le client ou la cliente est sûre, plus en fait on a un indice d'ocytocine qui est élevé et plus le coaché ose rentrer dans sa vulnérabilité. Et plus il ose rentrer dans sa vulnérabilité, moins il porte de masque, plus en fait il fait des découvertes qui sont utiles. Donc il y a plein d'études qui démontrent que le point numéro 1 prioritaire dans la relation d'aide, c'est la relation. C'est pas la méthodologie qui est utilisée, ce ne sont pas les outils ou les techniques qui sont utilisées, c'est vraiment la relation avant tout. Et donc, toi qui nous écoutes, si tu travailles beaucoup avec le relationnel client, que tu es peut-être thérapeute, que tu es peut-être coach, que tu es peut-être accompagnant ou accompagnante dans un sujet, peu importe, eh bien, au lieu de te planquer derrière de la technique, travaille sur tes capacités personnelles à connecter, à communiquer, à créer du lien, parce que, en gros, plus ton client en face va être sécurisé, plus il va pouvoir progresser et aller de l'avant. Exact. Alors, Julien, tout à l'heure, on avait dit que l'empathie, ça peut se développer, ça peut s'entraîner, ça peut se perdre aussi si on fait pas attention. Comment on peut faire, du coup, pour entraîner ce muscle de l'empathie? On va dire que c'est un muscle parce que, du coup, justement, on peut l'entraîner. Mais comment on peut faire pour soutenir notre cerveau, renforcer ces neurones-là pour pouvoir utiliser beaucoup plus facilement l'empathie et pouvoir le ressentir beaucoup plus facilement? Effectivement, comme tu le dis, Samir, c'est que on peut entraîner ça comme un muscle. Ouais. Et l'idée, c'est pas de s'épuiser parce que ça existe, l'épuisement empathique. Et on pourra en parler un tout petit peu plus loin. Mais ça s'entraîne, la science le démontre et elle s'appuie beaucoup sur les recherches qui sont liées à la plasticité cérébrale. Donc, premier point qu'on peut appliquer, c'est la pleine conscience et la compassion. Alors, il suffit d'en faire une dizaine de minutes par jour. T'es pas obligé de passer des heures, en fait, à t'entraîner là-dessus. Mais le fait est que la méditation de pleine conscience, et particulièrement celle liée au principe de compassion, va moduler des régions clés du cerveau qui sont impliquées dans les affects, c'est-à-dire dans les ressentis qui vont ensuite générer des émotions ou des sentiments. Et en fait, plus on va pratiquer ça, plus ça va apprendre à auto-réguler la réponse émotionnelle pour qu'elle soit beaucoup moins désorganisée, beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable aussi. Donc l'idée, c'est de s'entraîner vraiment à avoir cette compassion et pas seulement avoir de l'empathie pour soi-même. C'est vraiment d'augmenter la compassion qu'on va avoir envers les autres pour diminuer la détresse empathique qui peut se produire parfois et ainsi renforcer la résilience. Pour ça, ça va venir mobiliser plusieurs choses. Ça va mobiliser les réseaux motivationnels dans le cerveau, mais aussi les réseaux positifs en termes de ressenti, de perception, de pensée.
Alors là, on va retrouver notre fameux striatum. Samir, striatum, c'est donc notre petite grenouille qui fait bim, 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 bim dans notre tête, qui est toujours contente d'avoir de la stimulation, de la découverte, courir un peu partout. Et puis, on a d'autres régions du cerveau qui vont être en jeu. Mais ici, ce que c'est vraiment en train de dire, c'est prends 10 minutes par jour pour faire de la méditation, mais pas centré sur toi, faire de la pleine conscience sur de la compassion que tu vas avoir pour ce qui t'entoure, pour ce qui t'amène autour de toi. Et ça, c'est vraiment important de le développer parce que la détresse empathique peut être très compliquée. Et ça, c'est surtout lorsque, soit tu passes beaucoup de temps dans ta carrière à écouter les autres, à accompagner les autres, à être présent ou présente auprès de personnes qui sont en souffrance, soit que tu as des personnes autour de toi, dans tes proches, que t'accompagnes. Donc tu le fais pas professionnellement, mais personnellement t'es impliqué. Et en fait, ça t'épuise, ça te fatigue et t'as du mal en fait à prendre du recul. Et ça vient impacter tes propres émotions. Et de faire un entraînement de pleine conscience sur la compassion, sur la situation des autres. Et aujourd'hui, là, le 20 août 2025, je pense qu'il y a suffisamment de trucs dans le monde où tu peux te concentrer dessus pendant 10 minutes pour avoir de la compassion pour tout un tas d'autres personnes à travers le monde, pour justement t'entraîner à ça. Ouais, exact. La deuxième, justement, Julien, c'est un truc auquel on forme nos coachs, c'est l'écoute active consciente. Donc, absolument. Apprendre à faire preuve d'écoute active, apprendre à te connecter à l'autre, vraiment à lui donner toute sa place, ça va t'aider à augmenter ton empathie. Donc, la chose à faire lorsque tu parles avec quelqu'un, ça me fait penser aussi à la synchronisation, ça va être d'apprendre à suivre, à identifier la respiration de l'autre, son débit de voix, ses silences, ses micro-tensions du visage, ses mains. Vraiment d'apprendre à observer l'autre, pas seulement dans son langage verbal, mais aussi dans son langage non verbal. Même si tu ne sais pas le décrypter, même si tu ne comprends peut-être pas tout, mais vraiment de prendre le temps de faire attention à tous ces détails, d'accord ? Et ça, en fait, ça va t'aider justement à augmenter ton empathie, à peut-être même lire au-delà des mots, d'accord ? Ça, c'est un point hyper important. D'ailleurs, toi et moi, Julien, je sais que vu qu'on a une hypersensibilité, je sais que moi, c'est très facile pour moi de voir les micro-expressions, vraiment les petites variations là. Ce qui fait que je vais parler avec quelqu'un, même si elle me dit, en fait, je vais très bien, en fait, je vais détecter si ça ne va pas parce que je vais détecter qu'il y a une micro-variation, qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à d'habitude. Et très souvent, quand je vais questionner la personne, parce que vraiment ça va et tout, au bout d'un moment, la personne, elle finit par se livrer parce que, tu vois, j'arrive à lire en fait. Mais donc voilà, vraiment apprendre à observer l'autre, ça va t'aider à développer ton écoute active. Et justement, pour pouvoir appliquer cette écoute active, en fait, il faut, il y a un ingrédient. Le premier ingrédient, c'est d'apprendre à reformuler, de faire des reformulations précises de ce que l'autre nous dit, d'apprendre à poser des questions courtes plutôt que des questions longues, de faire une seule chose à la fois. C'est-à-dire, tu prends pas ton téléphone et t'es sur ton téléphone pendant que t'es en train de l'écouter ou en train de griffonner quelque chose. Tu fais une chose à la fois. Ensuite, d'installer des temps de pause, vraiment de 3 secondes avant de parler. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est des super outils, effectivement, que tu partages là, Samir. Donc, toi qui nous écoutes, qui nous regarde, essaye de prendre ça en note, vraiment, et puis d'appliquer ça, de voir ce que ça fait, de tester ce que ça fait dans ta pratique de tous les jours, et tu vas voir que ça peut avoir un impact vraiment pertinent. Ouais, et d'ailleurs, le fait de faire ça, tu vas venir comme utiliser tes réseaux miroirs, en fait, plus ta résonance limbique, en fait, ce qui va affiner la compréhension implicite. Cette empathie, au plus tu vas l'entraîner, au plus ton cerveau va en faire un raccourci et tu n'auras pas besoin de réfléchir ou d'être conscient pour pouvoir y faire appel. Et c'est dommage parce que, en fait, au final, tu te rends compte que l'empathie devrait être apprise normalement dans les familles, mais parfois les parents sont désemparés, mais on pourrait aussi l'apprendre à l'école, l'empathie. Oui, tout à fait, Samir. Ça serait d'ailleurs une très bonne chose que ce soit beaucoup plus présent à l'école. Alors, ça fait partie de plus en plus de ce que j'ai compris des programmes. On l'enseigne de plus en plus tôt, ça commence à s'intégrer de plus en plus. Et en fait, ce sera une excellente chose parce que ça va permettre d'avoir des adultes qui sont équilibrés,
qui sont capables de se projeter sur l'impact que ça a sur les autres et d'avoir probablement moins de comportements égocentrés et toxiques finalement sur les personnes qui entourent, parce qu'il y aura ce niveau de compréhension, ce niveau d'écoute qui sera beaucoup plus avancé. Alors, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'il peut y avoir des détresses empathiques qui arrivent. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir réguler les émotions en repérant justement les fameux signaux de détresse. Et parmi les signaux, ça peut être de l'envahissement. Vraiment, on se sent envahi par des émotions qui sont liées à ce que la personne nous amène, ce que l'autre va provoquer. Et puis, il y a les crispations aussi. La technique, elle est simple, c'est de revenir au souffle. La respiration, c'est une de nos portes d'entrée principales, presque uniques, de pouvoir jouer sur notre système nerveux périphérique, sur lequel on n'a pas de contrôle avec notre tête, mais il faut passer par le corps. Et le souffle nous permet de travailler là-dessus. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des outils comme faire des expirations qui sont longues. Donc, tu respires et tu souffles tout doucement et vraiment, tu vas au bout du souffle, alors sans t'essouffler, bien évidemment, mais vraiment, tu fais des expirations qui sont longues. Tu as tout ce qui va être body scan, donc le fait de prendre le temps de scanner un peu ton corps, tes sensations, revenir à toi, et bien évidemment, écrire tes émotions, tes sensations, tes besoins, ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que ça aussi, ça t'aide à réguler plus efficacement tes émotions. Maintenant, pourquoi est-ce que ça marche ? Tout simplement parce qu'on est à nouveau sur une question de plasticité. En fait, l'idée, c'est pas de te dire « je vais faire ça une fois, puis après ça sera résolu, je passerai à autre chose ». En fait, c'est vraiment important de comprendre que si tu veux développer cette empathie équilibrée et si tu veux augmenter l'impact que tu as sur les personnes que tu accompagnes, il faut que tu le fasses régulièrement pour toi-même. Parce que c'est l'entraînement répété qui va modifier tes circuits. D'accord, ça va venir changer l'arborescence au niveau de tes neurones, tu as des nouvelles connexions qui vont se faire, les synapses vont s'activer différemment, et tout ça, en fait, ça va amener une vraie transformation dans ta propre régulation émotionnelle. D'ailleurs, sur ce point-là, on pourra te remettre en partage de cet épisode en commentaire le lien pour que tu puisses profiter de la promotion qui est actuelle sur la formation de gestion des émotions, gestion du stress, comme on accompagne dans le coaching et grâce aux outils des neurosciences. Donc si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux profiter et appliquer le rabais qui sera disponible directement en commentaire dans ce podcast. Ouais, exact. Peut-être le dernier point, Julien, ça va être la résonance corporelle dont on va parler. Donc en fait, le fait d'apprendre à ajuster ta posture et ton rythme sans singer la personne. En fait, dans l'écoute active, tu apprends à observer l'autre. D'accord ? Ensuite, l'objectif, ça va être d'apprendre à te synchroniser à l'autre, un petit peu comme si tu te mettais à son niveau. Tu sais, quand tu prends un talkie-walkie, pour pouvoir parler avec ton ami ou la personne, ton émetteur ou ton récepteur, en fait, tu dois régler ton talkie-walkie sur la même fréquence. Tout à fait. Si c'est pas réglé sur la même fréquence, vous n'allez pas pouvoir vous entendre ou vous n'allez pas pouvoir communiquer ensemble. En fait, c'est à peu près la même chose qu'on fait avec la résonance corporelle. En fait, on va faire en sorte d'essayer de se mettre sur la même fréquence que l'autre. Et pour pouvoir se faire, ça va être par exemple d'adopter la posture de l'autre. Si l'autre est bien droit, je vais me mettre bien droit. Si l'autre est un petit peu en avant, je vais me mettre un petit peu en avant. Par exemple, si l'autre croise les bras, je vais essayer de croiser les bras, mais pas à 100% comme lui. D'accord ? Ça va être vraiment d'essayer de faire des gestes croisés à peu près similaires. D'accord ? Et pas à l'instant même où il fait ces gestes-là, de se laisser un petit temps. Tu peux te laisser 10 secondes, 15 secondes s'il le faut, avant de changer un petit peu ta posture. Et en fait, ça fait quoi, ça ? En fait, ça fait que vous allez être à peu près... En fait, en faisant ça, tu vas apprendre, tu vas ressentir aussi un petit peu ses émotions. Tu vas être en mesure de... un petit peu comme si de te rapprocher de lui. Et l'autre va se reconnaître au travers de ce que tu es en train de faire, cette posture. Ce qui fait que ça va comme débloquer un petit peu plus le dialogue. Et le truc le plus drôle, c'est que si on fait bien cette résonance corporelle, on peut amener l'autre à changer par la suite de posture. Un petit peu comme Julien le font les dresseurs de serpents, là, de cobras là en Inde, en fait, où ils vont être avec un cobra en face.
Et au début, ils vont ils vont le copier, ils vont faire les mêmes mouvements que lui. Et à partir d'un certain moment, c'est eux qui vont pousser le cobra à faire les mêmes mouvements que eux. En fait, c'est eux qui vont le driver par la suite. Donc en fait, c'est un petit peu ça. C'est juste de soit vigilant à sa façon de parler, sa posture. Tu sais, si la personne met des micro-silences, mets des micro-silences. Si la personne parle vite, essaye de parler un peu plus vite. Si la personne utilise des expressions en particulier, utilise des expressions en particulier. Vraiment pour que l'objectif, c'est vraiment que tu fasses miroir. Ouais, complètement. Ouais. Et juste comme ça, hein, Julien, je vais revenir sur ce que j'ai dit. J'avais dit 15 secondes. En fait, c'est 10 secondes maximum, normalement. Tu as 10 secondes à peu près pour essayer de changer un petit peu de posture et de pouvoir te synchroniser avec l'autre. Donc, j'espère en tout cas que ce que je suis en train de raconter là est clair pour toi qui nous écoutes. Si tu es coach, ça sera beaucoup plus clair pour toi que si tu ne l'es pas, parce que tu l'apprends et tu l'as appris. Maintenant, juste vraiment pour les novices, parce que les coachs le savent, c'est vraiment on ne singe pas l'autre. Hein. On n'est pas, on n'est pas un peu comme un enfant là. Dès que l'autre, met la main là sur la joue, je vais mettre la main là sur la joue. Si tu croises les jambes comme ça, je vais les croiser de la même façon. Non, en fait, tu peux adopter des gestes à peu près similaires. Des fois, moi, quand je vais parler avec quelqu'un, si la personne croise les jambes, je peux croiser. En fait, je vais pas croiser les jambes de la même manière qu'elle, mais je vais les croiser différemment, par exemple. Complètement. Ouais, ça c'est une précision effectivement qui est super importante. Bon, déjà le fait que oui, 10 secondes maximum, parce qu'après au-delà ça fait vraiment un gros écart. Et puis le fait de pas singer, de pas copier exactement. Alors même si par exemple t'es ni coach, ni thérapeute, ni dans aucun de ces métiers-là, mais t'écoutes la systémique du bonheur et que tu viens chercher des choses pour toi déjà, en fait tu peux appliquer ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qu'on fait naturellement. La résonance corporelle s'installe naturellement quand la relation se passe bien. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est de se dire, puisque ça se fait tout seul quand on s'entend bien entre deux personnes ou plusieurs, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas influencer la qualité de la relation en faisant en sorte de produire volontairement quelque chose qui de toute façon se produira automatiquement si la relation se passe bien. Et du coup, utiliser ça, c'est quand même vachement efficace. Donc toi qui nous écoutes, applique, teste, donne-toi du temps, fais-le régulièrement, et tu vas voir que si t'es pas en mode caricature, je te copie au millimètre près, et en fait ça va passer totalement inaperçu, et tu vas voir une amélioration de ta communication. Exact. Alors, pourquoi est-ce qu'on te propose ces outils-là ? Parce qu'en fait, utiliser l'empathie peut te permettre de provoquer, donc ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, des percées dans le mode de fonctionnement de tes clients, des personnes que tu accompagnes, avec qui tu discutes, mais tout ça sans manipuler. Parce qu'encore une fois, le but c'est pas faire de la manipulation, c'est de donner à travers notre communication, notre attitude, notre manière d'aborder certains sujets, des moyens pour les clients de pouvoir repartir en ayant pleinement progressé. Donc le premier point que je te dirais ici par rapport à ça, c'est le fait d'identifier assez rapidement les croyances limitantes qui peuvent être présentes chez tes clients ou tes clients. Et pour ça, c'est de t'appuyer sur le non-verbal, l'intonation, la voix qui tremble sur un mot, le regard qui fuit, les variations dans le volume de la voix, le fait que la personne parle plus vite, parle moins vite. Et l'idée ici, vraiment, faire très attention, en tout cas c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter à nos étudiants, ne cherche pas à interpréter ce que ça veut dire. Va pas me chercher un dictionnaire qui te dit « Oui, alors quand le client se gratte le nez, ça veut dire que, mais s'il se gratte le cul en même temps, du coup ça veut dire autre chose. » Fait que vraiment, ne pars pas dans ce truc-là, s'il te plaît. D'accord, c'est de la psychologie de comptoir. On va plutôt rester concentré sur des choses qui sont plus globales et surtout, ça va être « Ok, en fait, je viens de percevoir une variation. Mon client parle d'une certaine façon depuis tout à l'heure. Là, sur ce petit bout-là, ça a l'air d'être différent d'habitude. Et tiens, il repart sur autre chose. Et sur ce petit bout qui a résonné différemment dans ton oreille, que tu as perçu les choses sous un angle différent, c'est vraiment de te dire, ok, en fait, mon client, s'il y a une variation dans son système, c'est qu'il y a quelque chose. Et ton rôle à toi, c'est de poser la question et de dire, c'est intéressant, ta voix a changé quand tu as parlé de ça. Qu'est-ce que ça génère en toi ? Qu'est-ce que ça amène ? Tiens, c'est marrant, mais
quand je t'observe comme ça de l'extérieur, j'ai l'impression que sur ce mot-là, ce sujet-là, ça a l'air d'être moins confortable pour toi. Est-ce que tu saurais m'en dire un peu plus? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et comme je le disais, en fait, cette notion d'empathie, c'est important de comprendre que ça donne du pouvoir, mais il faut que ce soit mis au service de la personne qu'on est en train d'accompagner. Alors, je vais insister un peu plus parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et je veux vraiment que toi qui nous écoutes, tu comprennes que c'est une problématique qui est présente dans les métiers de la relation d'aide, mais pas que, puisqu'on va aussi trouver ça chez les travailleurs sociaux, on va trouver ça chez les soignants, on va trouver ça chez les enseignants, psychologues, thérapeutes et les personnes aidantes, les proches aidants aussi, qu'on va retrouver ça. Cette problématique dont je te parle, c'est ce qu'on appelle l'épuisement empathique ou la fatigue de compassion. Et en fait, c'est vraiment important de repérer les symptômes, parce que je t'en ai donné quelques-uns tout à l'heure, mais c'est vraiment trop important pour passer aussi vite dessus. On va retrouver de la fatigue physique et mentale persistante. Donc vraiment, d'avoir ce sentiment de fatigue qui est là tout le temps, on a beau se reposer, on comprend pas pourquoi. C'est de la perte de motivation ou de sens dans le travail. On n'a plus envie de faire les rendez-vous, on n'a plus envie de rencontrer des clients, on n'a plus envie de travailler sur les sujets. On a du mal à se ressourcer ou à trouver du plaisir. Il y a de l'irritabilité, de la tristesse ou du cynisme qui commence à s'installer. Et on peut aussi avoir un sentiment de détachement ou d'engourdissement émotionnel. En fait, ça vient se produire quand tu gères mal ton empathie, quand tu es dans une empathie qui est excessive. Mais dans les causes principales, c'est une empathie excessive, tendance à ressentir beaucoup trop fortement la douleur des autres et de se laisser embarquer dans la douleur des autres. C'est de pas savoir mettre des limites dans justement notre connexion émotionnelle, parce que on prend, on accueille tout, on prend tout pour soi, on essaie de tout gérer. C'est aussi d'avoir un manque de soutien et de reconnaissance dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de vivre. Et si toi qui nous écoutes, t'es dans un métier de relation d'aide, c'est des métiers qui sont souvent très solitaires. Fait que si t'es thérapeute, si t'es coach ou autre, si t'as pas de supervision, va chercher de la supervision. Si tu fais pas partie d'un groupe où tu peux échanger, trouve un groupe où tu peux échanger, où tu peux en fait te recharger et venir déposer des choses, parce que cette fatigue-là, en fait, empathique et compassionnelle, elle arrive pas du jour au lendemain. C'est un truc qui se construit au fur et à mesure du temps. Tu te rends pas forcément compte que tu es en train de la subir, et à un moment donné, ça te tombe dessus, et du coup, tu te sens pris au piège. Et peut-être que le piège numéro 1 dans tout ça, ne confond pas l'empathie avec la sympathie. C'est deux notions qui sont quand même relativement proches, mais c'est pas parce qu'elles sont proches qu'elles veulent dire la même chose. Et en fait, vraiment te noter ça. L'empathie d'un côté, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. L'empathie, c'est une capacité à connecter avec les autres, à se mettre en résonance avec les autres, mais pas pour vivre à la place des autres. C'est vraiment pour mieux comprendre les sentiments, mieux comprendre les émotions, mieux comprendre en fait ce que l'autre est en train de vivre. Et l'idée, c'est que l'empathie, ça implique ce process de je reconnais l'émotion de l'autre, je la comprends, je la valide, je valide l'autre personne dans ce qu'elle ressent et j'écoute sans juger. J'essaye pas de résoudre, j'essaye pas de solutionner. Et dans les métiers de relation d'aide ou de soins, c'est ce qu'il faut faire. Faut pas essayer de solutionner. Faut écouter, reconnaître, valider. La sympathie, c'est quand tu t'installes à côté de quelqu'un d'autre qui est en train de pleurer et que tu te mets à pleurer aussi. En fait, c'est que tu vas faire un viol émotionnel parce que tu vas dire « Oh, la personne est triste. Oh, bah ça me rend triste aussi. » Tu t'installes à côté, tu lui prends le truc, tu lui prends sa tristesse, tu la vis en même temps ou à sa place. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu es en train de faire une expérience émotionnelle par effet miroir sans aucun critère de compréhension sur ce qui se passe. Donc en fait, tu vis l'émotion de l'autre, mais tu comprends pas l'émotion de l'autre. Et de toute façon, tu peux pas comprendre l'émotion de l'autre quand tu t'appropries cette émotion-là. Parce qu'en fait, quand tu vas être dans la sympathie, ben, t'as pas la compréhension. La seule chose qui se passe, c'est que t'as l'émotion qui est en train d'exploser à l'intérieur de toi, qui prend toute la place, qui crée potentiellement une détresse ou un inconfort. Et en fait, ton premier réflexe,
ça va être d'essayer de gérer ton émotion qui n'est pas la tienne, en accompagnant l'autre et en lui disant ce qu'il doit voir, ce qu'il doit se dire, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, comment il doit prendre les choses. Et du coup, la sympathie, c'est tout sauf efficace. Donc, vraiment faire cette distinction entre j'ai de l'empathie et je vois un client en face de moi qui va pas bien du tout, traverse une période difficile et ça peut me toucher. Je dis pas que ça me touche pas, ça peut me toucher. Mais je sais aussi dire, je suis touché par ce qui est en train de se passer et en même temps, ça appartient à mon client. Donc, c'est pas à moi, en fait, de taper une crise, de mettre à parler plus fort, de mettre à pleurer, de mettre à faire tout un tas de choses parce qu'en fait, c'est pas à moi de résoudre ce qui est en train de se passer. Mon rôle à moi, c'est d'écouter, de reconnaître, de valider et potentiellement d'accompagner derrière. Et d'ailleurs, dans cette formation dont on t'a parlé, que tu peux retrouver le lien avec le code de promo, on apprend les 4 étapes clés de comment on fait pour justement accompagner, aider un client ou une cliente, que ce soit dans une situation de stress ou une situation émotionnelle, et de maintenir cette empathie pour pas tomber dans la sympathie. Donc vraiment de faire cette distinction entre les deux, parce qu'on a tellement vite fait en fait de se planter et de se laisser submerger que du coup ça prend des proportions et on perd notre pouvoir d'influence positive et on perd l'importance de notre rôle dans la relation d'aide justement par rapport à nos clients. Donc ça, j'espère que ça te paraît bien clair. Si tu as la moindre question, mets un commentaire, envoie-nous un petit message et ça nous fera plaisir de te repréciser tout ça. Merci beaucoup Julien pour toutes les précisions que tu as données. Mais c'est sûr que voilà, l'empathie, c'est un point essentiel pour le coaching. C'est vraiment une caractéristique à développer. Sans empathie, tu ne peux pas être un bon coach. D'accord ? C'est impossible. Je le dis clairement, c'est impossible. Ensuite, le truc que j'allais dire en plus, c'est cette empathie, il faut faire attention parce que comme tu as pu le dire Julien, on peut très vite faire de la fatigue empathique. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'apprendre à jongler, d'apprendre à trouver son juste milieu, je vais essayer de te comprendre, je vais ressentir et tout, mais malgré tout, je dois apprendre à faire la différence entre ce que tu ressens et moi. D'accord ? C'est ce que tu ressens ne m'appartient pas. Je peux me mettre à ta place, je peux le ressentir, ce qui va me permettre d'augmenter ma compréhension. Mais par contre, au bout d'un moment, de se recadrer et de dire non. Par contre, ça m'appartient pas. Faut pas non plus que je fusionne avec toi et après que je tombe dans le trou également avec toi. Parce que sinon, il y a plus personne qui va vous sortir du trou là, tous les deux. C'est ça. Vous êtes au fond du trou tous les deux et puis vous allez vous regarder en chien de faïence et il y a rien qui va se passer de plus, quoi. Exactement. Mais c'est ça. C'est parce que ça s'apprend aussi. Et ce qui va être très lié, peut-être en précision, entre une personne qui va plutôt tomber dans la sympathie et ne pas réussir à être dans l'empathie, c'est le niveau d'autorégulation, en fait, émotionnelle de la personne. Est-ce qu'il est bon, le niveau d'autorégulation? Est-ce que les stratégies sont efficaces? Ou est-ce que la personne, finalement, elle est un peu dépassée pour une raison ou pour une autre, dans une situation ou une autre, plus facilement en fait que la moyenne. Et rassure-toi, toi qui nous écoutes, si jamais c'est le cas, suis les recommandations qu'on donne justement dans ce podcast. On va faire un petit rappel rapide juste après sur les techniques, les pratiques qui sont validées scientifiquement, qui permettent justement d'améliorer cette situation-là. Et bien évidemment, si tu as besoin à titre personnel, on pourra être là aussi pour te guider et t'accompagner sur ce travail, sur tes émotions. Aujourd'hui, Julien, il y a de plus en plus de personnes qui ont peur, notamment des coachs, qui te disent l'IA, elle va nous remplacer. Demain, on n'aura plus besoin de coach, on va utiliser l'intelligence artificielle, ça coûte moins cher et ils ont ça dans la poche, ils s'en foutent en fait. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent à l'IA, il y a personne qui nous écoute. Bon, ça, on va mettre un petit point de nuance sur les personnes qui nous écoutent parce que on peut en parler de la collecte des données et de ce qu'ils en font derrière. Ça, c'est autre chose. Par exemple. Mais c'est ça. Et ce qui manquera toujours à l'intelligence artificielle, c'est l'empathie. Il y a une forme qui pourra se développer. D'ailleurs, l'IA le fait déjà un petit peu dans sa manière de formuler, mais le contact humain, ça le remplace pas.
C'est ça. Et regarde, Julien, juste comme ça me rappelle juste une petite anecdote là. Récemment, avec une cliente, tu vois, elle m'avait raconté, alors si elle nous écoute, elle se reconnaîtra, mais elle m'avait dit que ChatGPT pouvait être thérapeutique si tu apprenais à lui poser les bonnes questions et à l'utiliser de la bonne façon. Alors, je dirais oui et non. D'accord? Je dirais que oui, ça pourrait aider d'une certaine manière à créer des prises de conscience. D'accord? Surtout chez certaines personnes qui veulent pas aller voir un psychologue, qui veulent pas aller voir un coach, qui veulent pas partager avec un être humain. D'accord? Parce que peut-être par peur, par gêne, par habitude, etc. Ça peut, d'accord, aider à faire des petites prises de conscience. Mais c'est hyper dangereux d'utiliser l'intelligence artificielle comme un thérapeute ou comme un coach. Pourquoi? Parce que en fait, le problème de l'intelligence artificielle, même si on apprend à lui poser les bonnes questions et à le prompter en quelque sorte, eh ben en fait, il est souvent là, surtout certaines IA comme ChatGPT, il est souvent là pour nous donner raison. Vous savez, moi, combien de fois, Julien, tu sais, je lui demande des trucs là et puis tu lui dis quelque chose et puis après juste tu le testes et tu lui dis bah non en fait je suis pas d'accord et puis tu fais ah non bah en fait finalement oui, t'as tout à fait raison, tu vois, et t'as envie de dire non mais bon merci, je te demande pas d'être d'accord avec moi en fait. Oui, et puis en plus, tu sais, je te coupe 30 secondes, mais le truc que les gens prennent pas conscience, c'est que apprendre à poser des bonnes questions, c'est un métier. C'est un métier, oui. Ça se travaille, ça s'invente pas. Et si jamais toi qui nous écoutes, t'as un doute, viens en parler à nos étudiants, à nos étudiantes. Ils vont t'expliquer à quel point ils galèrent et ils disent ah ouais mais je sais pas encore poser les bonnes questions, mais je sais pas encore comment m'y prendre, mais je connais pas toutes les questions. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que on a une expression à l'Institut qu'on t'a déjà donnée dans un précédent podcast, c'est sûr, même plusieurs. Si tu veux les bonnes réponses, faut poser les bonnes questions. Si tu poses des questions de merde, t'auras des réponses de merde. Et en fait, si on devait prendre 10 personnes qui utilisent les intelligences artificielles pour justement compenser, alors je dis pas que c'est forcément disponible et accessible à tout le monde, mais qui vont aller vers ces outils-là pour compenser un manque d'accès ou un manque de moyens ou un manque de désir d'investissement, parce que ça peut être aussi un désir de pas investir dans le sujet. Ben en fait, si on va explorer les questions qui sont posées, moi je mets mon billet pour te dire que, allez, dans 90% des cas, si c'est pas plus, c'est des questions de merde. Des questions en fait qui paraissent pertinentes pour la personne qui va les poser, mais qui en fait impliquent toute une dynamique linguistique qui va y avoir derrière, qui va soit confirmer encore plus ce qui les empêche déjà d'avancer aujourd'hui, soit les amener dans une direction qui est pas du tout celle vers laquelle ils devraient se rendre, parce que c'est pas les bonnes questions qui sont posées. Ne serait-ce que juste ce détail-là, c'est tellement important, et ça, aujourd'hui, une IA, non, elle peut pas le faire. Peut-être qu'une programmée spécifiquement sur les stratégies qui va vraiment contrôler le truc de A à Z, pourquoi pas? Mais on perdra ce qui fait toute l'efficacité, c'est la qualité de la relation. Bref, je te laisse continuer, Samir. Ouais, merci Julien. Non, c'est un point important là que tu viens de mettre en lumière. Et juste voilà, de comprendre que l'intelligence artificielle, elle pourra pas en fait, j'allais dire compete, Julien, être compétitif par rapport à un bon coach. Certains coachs, oui, vont disparaître parce qu'ils sont pas suffisamment formés, parce qu'ils ont pas la bonne posture. Voilà. C'est ok là. C'est ça, c'est sélection naturelle. Très bien. Sélection naturelle, très très bien. Mais par contre, un bon coach, non, ça remplacera pas un bon coach. Un coach qui sait faire preuve d'empathie, un coach qui est très bien formé, qui pratique, qui sait poser les bonnes questions, qui sait écouter son client, qui a cette proximité, qui ne cherche pas aussi à résoudre les problèmes du client en lui donnant des solutions, mais plutôt en l'aidant à aller chercher ses propres solutions. Ben ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer. Comme tu dis, Julien, même si aujourd'hui, sur la question de l'empathie, pour revenir sur l'empathie, il y a une espèce de forme de simili-empathie qui se crée, mais c'est pas de l'empathie, malgré tout. Ça reste une machine. Non, c'est ça, va y avoir des limites. Alors,
On pourra peut-être en reparler plus tard. C'est certain qu'il y a des gros avantages à utiliser justement ces systèmes-là. Je pense qu'il faut pas le mettre de côté et il faut pas sous-estimer la place que ça va avoir à prendre dans notre société, surtout pour traiter les questions de santé mentale, de déséquilibre, d'accompagnement, d'ajustement, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas suffisamment de personnel formé pour accompagner toutes les personnes qui en ont besoin. La deuxième chose, c'est que toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont aussi des factures à payer, ils ont une famille à prendre soin, ils ont des projets personnels à réaliser, donc ils n'ont pas plus de temps que toi et moi, ils ont aussi besoin de leurs propres finances et ils peuvent pas non plus faire un métier aussi exigeant en étant payés avec un lance-pierre, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de domaines qui touchent la santé. Fait que c'est certain que l'IA, je crois profondément qu'elle a sa place, je crois qu'elle va apporter de belles choses à plein de niveaux, mais il va falloir que ce soit cadré, il va falloir que ce soit éthique, il va falloir que ce soit limité, et il va falloir surtout attendre, je pense, quelques mois, si c'est pas quelques années, avant qu'il y ait une réelle réglementation qui tourne autour de ça, sur tout un tas de sujets, et entre autres, les problématiques de santé physique et les problématiques de santé mentale. Beaucoup de gens ont utilisé Doctissimo, ont utilisé notre ami Google, ont utilisé des forums pour poser différentes questions depuis les dizaines d'années qui se sont écoulées, là, depuis 20 à 30 années en arrière, où les gens ont utilisé énormément Internet pour trouver des réponses et débarquer soit à l'hôpital, soit chez leur médecin en disant « j'ai ça, il m'est arrivé ça, j'ai ça, il me faut tel traitement, il faut que je suive ça ». Et tout professionnel de la santé, aujourd'hui, pourra le confirmer que ils ont déjà eu, à plusieurs reprises, des patients ou des clients qui ont tenu ce genre de discours. Et c'est très problématique parce que, déjà, à l'époque, on devait faire nos propres recherches et du coup, on avait quand même cette démarche d'aller chercher des choses, d'aller lire des articles, d'aller fouiller sur des forums, d'aller chercher de l'information. L'IA aujourd'hui, tu lui poses la mauvaise question, va te donner accès à des réponses qui vont répondre précisément à toi ce que tu recherches. Et donc, il y a encore moins de facteurs critiques, il y a encore moins de démarches. Est-ce que c'est vraiment ça la réponse que je cherche? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut? Et du coup, si toi qui nous écoutes, t'es un peu en mode panique face à l'IA parce que t'es dans un métier de relation d'aide, respire. Malheureusement, il y a plein de gens qui vont essuyer les plâtres à cause du manque de réglementation et à cause du manque de cadre et de compréhension de comment ça fonctionne. Malheureusement, ça va arriver, ça va se produire, mais ton métier va pas disparaître. On va avoir encore plus besoin de toi qu'autre chose demain, parce que oui, il y a plein de métiers qui vont disparaître parce que l'IA va les remplacer. Ça, c'est une évidence. Dans les 12 à 18 prochains mois, là, il y a tellement de changements qui vont arriver que malheureusement, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Ça fait partie de l'évolution du système. Va falloir qu'on s'habitue, va falloir qu'on s'ajuste. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'humain, ça par contre, c'est un besoin qu'on a et ça va être essentiel qu'on soit là au rendez-vous et qu'on soit là et qu'on offre le meilleur de ce qu'on peut offrir à nos clients, à nos patients, peu importe qu'on soit dans le domaine médical, qu'on soit dans la santé mentale ou qu'on soit dans la relation d'aide, mais pas thérapeutique, plus de coaching, d'accompagnement, de guidance, peu importe le sujet que tu choisis. Fait que vraiment, rassure-toi, respire. L'IA, c'est un super outil. L'IA, elle peut t'aider à faire vachement mieux ta job et te simplifier la vie, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Par contre, l'IA, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui, que peut-être elle ne sera jamais en mesure de faire, mais le contact humain, lui, il est essentiel. Essentiel. Donc, vraiment, travaille ta capacité d'empathie, développe cette capacité d'empathie, et peut-être que là-dessus, Samir, on peut se faire un petit retour rapide avant de faire un petit jeu ensemble, justement sur c'est quoi les pratiques validées. C'est vraiment faire un tour d'horizon parce qu'on les a évoquées déjà, mais refaire un petit tour d'horizon sur les pratiques validées et toi qui nous écoutes, de t'y mettre et de les appliquer. Exactement. Donc alors juste comme ça, pour rappel, développer l'empathie,
en fait, c'est possible, d'accord. Mhm. Il y a des outils, comme on a pu le partager, qui peuvent t'aider à développer ton empathie, tels que la pleine conscience. Donc, 10 minutes de pleine conscience par jour va Mhm. t'aider à développer ton empathie, va t'aider à avoir une meilleure attention, une présence beaucoup plus accrue et va réguler, en fait, tes circuits affectifs. Mhm. Le deuxième point, on avait dit que c'était l'écoute active, donc apprendre à développer l'écoute active, donc interrompre moins, laisser des silences, reformuler les mots justes, et en fait ça va engager notre système miroir et la clarté partagée. On va beaucoup mieux comprendre l'autre et on va pouvoir se mettre beaucoup plus facilement à sa place. Troisième, développer la compassion. Donc protocole est très très simple. Ça va passer par la respiration, un peu comme la pleine conscience au final. Donc l'objectif, ça va être juste tu respires un bon coup, tu souhaites du bien à l'autre, vraiment tu mets cette intention-là, d'accord? Mhm. Et tu reviens à ce moment-là dans l'instant présent. Ça va te permettre de, en fait, de moins ressentir aussi de détresse empathique et Mhm. plus de motivation d'aider l'autre. Vraiment, tu sais, t'es face à l'autre là, tu commences à te laisser embarquer par ses émotions. Juste tu respires, tu Mhm. tu lui souhaites du bien, tu mets cette intention-là et tu reviens dans l'instant présent. Petit point d'ailleurs là-dessus, j'ai un petit partage à faire, Samir, Vas-y, si t'es dis-moi. OK. C'est pas rare qu'on nous pose la question en cours où on nous dit mais comment vous faites pour garder du recul quand vous avez des personnes qui vont amener des sujets qui sont super lourds, des choses qui sont difficiles? Comment est-ce que vous faites pour pas être impacté? En fait, dans ce que tu viens d'expliquer, Samir, c'est exactement ce qu'on fait. En fait, la stratégie, c'est que pour nous, quand on accompagne un client ou une cliente, peu importe où la personne se trouve et peu importe ce qu'elle est en train de vivre maintenant, il y a une règle universelle, c'est que la situation est temporaire et que de toute façon, les choses vont changer. Maintenant, elles peuvent changer en mieux ou changer en pire. Et comme elles vont changer et qu'on travaille ensemble, elles vont changer en mieux. Si la personne est pleinement engagée, elles vont changer en mieux. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus de ah ça marchera peut-être pas. Non non, ça va changer en mieux. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre la problématique. Il y a peut-être des choses avec lesquelles il va falloir faire notre vie, mais ça va changer en mieux. Et du coup, comme on a cette conviction profonde et qu'on porte en nous cette vérité, cette règle universelle pour tout le monde, qui est que je peux regarder demain un client qui est dans une situation compliquée, dans ma tête, ce qui prend de la place, c'est pas la situation compliquée dans laquelle la personne se trouve, c'est ok, j'ai de l'empathie pour toi, je comprends que tu souffres en ce moment, je comprends que ce soit difficile pour toi, mais tu sais quoi? On va se concentrer sur ce qui va être mieux. On va aller chercher les moyens d'aller de l'avant. On va aller chercher des choses qui vont nous permettre de progresser et de faire changer cette situation parce que aucune situation n'est permanente. La seule situation qui est permanente, c'est mourir. C'est tout. T'es mort, c'est fini, t'es plus là. Après, il y a autre chose après, j'en sais rien, mais en tout cas, là, tout de suite, dans le vivant, t'es mort, c'est fini. Par contre, que t'aies un problème financier, que t'aies un problème de santé, que t'aies un problème familial, que t'aies un problème de travail, que t'aies un problème de ce que tu veux, c'est temporaire. Oui, mais Julien, il y a des maladies qui sont incurables, va falloir que tu fasses ça avec toute ta vie. Ok. Mais tu sais quoi, la situation reste malgré tout temporaire. Parce que ce qui va être important, c'est le rapport que tu vas entretenir avec éventuellement ton nouveau compagnon de vie qui va être ton virus, peut-être que tu te trimballeras pour le reste de ta vie. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est hop, on claque des doigts, on passe à autre chose. Mais toute situation est temporaire. Fait que si toi qui nous écoutes, t'as du mal parfois à prendre du recul et à pouvoir bien gérer ce qui est en train de se passer chez l'autre, rappelle-toi d'une chose, c'est que la personne est avec toi pour progresser et idéalement trouver des solutions à ses problèmes, mais surtout, ce qu'elle est en train de vivre, aussi désagréable que ce soit, c'est temporaire. Ça va changer. Tout change. Ça va changer. Donc si tu gardes le focus là-dessus, en fait, tu vas éviter justement de tomber dans cette détresse empathique. Fait que ce que vient de te dire Samir, c'est important. Respire, souhaite le meilleur à la personne qui est en face de toi, vois ce que tu peux engager pour l'aider à atteindre ce meilleur, et ensuite, tu recentres sur l'instant présent, tu reviens à toi, et tu te concentres sur ce que tu peux faire. Et ça, c'est
la meilleure des stratégies que tu puisses appliquer là-dessus. Ouais, exact. Merci Julien. Du coup après, c'est pour rappel, parce que là le rappel, j'ai l'impression que je rentre beaucoup trop dans les détails. Désolé pour nos bien, auditeurs. Ça, on a dit plein de choses depuis tout à l'heure. Vas-y Samir. C'est ça. Radote, Allez, radote. On y va. Donc là, l'autre point, c'était la résonance corporelle, comme on a dit, d'apprendre à se synchroniser à l'autre, d'adopter sa posture, vraiment, ça permet de se mettre à sa place encore plus et de mieux comprendre la personne et surtout de créer de la confiance. Parce que les personnes qu'on apprécie, les personnes à qui on fait confiance, il n'y a pas de hasard. Très souvent, c'est des personnes qui nous ressemblent. D'accord? D'une certaine manière, qui nous ressemblent. D'accord? Du coup, on se livre beaucoup plus à eux. Et ensuite, le dernier, c'est la régulation émotionnelle. Donc, ça va être de faire preuve de respiration qui va être cohérente, de faire preuve de journaling, d'utiliser le journaling émotionnel. D'accord? Juste 3 lignes, ça suffit. Et puis, ça te permettra en quelque sorte de créer, pas, je te dirais, une barrière. On peut le voir comme une barrière, un petit champ de force énergétique. Je pense qu'on peut le voir comme ça, là. Justement, qui te permettra à ce moment-là de ne pas tomber dans les excès de l'empathie. D'accord? Et ça va justement te soutenir sur le long terme. Exactement. Et Samir, il faut pas oublier non plus que de temps en temps, lâcher une petite insulte, ça fait du bien pour réguler les émotions. Et je vais faire un petit clin d'œil à cette petite fille, à ce petit bout de chou qui passe dans une émission française où elle est avec une passoire métallique sur la tête. Où on lui dit c'est un détecteur de mensonges et puis on lui demande si des fois elle dit des gros mots et tout, et en fait elle répète ce que sa maman dit quand elle est au volant et elle dit je vais t'arracher les yeux, tête de cul. Elle est trop drôle cette vidéo, j'adore. Elle est trop mignonne cette petite fille. Elle est hyper mignonne. À chaque fois je suis plié quand je vois ce passage là. Pareil. Trop drôle. Donc n'oublie pas que voilà, ce genre de verbiage très haut en couleur, ça peut aider ton système à se réguler beaucoup plus facilement. Yes. Le quiz. Alors c'est pas le burger quiz, hein, c'est le quoi? C'est le Merlin quiz peut-être à la rigueur. Le Merlin quiz, ouais. Donc petit quiz, tu vas jouer avec nous, on va te proposer des questions. Et on va aussi t'amener 3 réponses possibles et ce sera à toi de dire si c'est la réponse A, B ou C. Samir, roulement de tambour, première question. Quelle affirmation est la plus exacte aujourd'hui sur les neurones miroirs? La A, ils expliquent toute l'empathie. La B, ils n'existent pas. La C, ils existent chez l'animal et un système miroir humain est probable. Mais son rôle exact reste débattu. Eh bien, je te dirais que c'est la réponse D que tu ne m'as pas donnée, mais je dis réponse D. Non, réponse C. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse, Samir. 1 point en moins. Donc c'est la réponse C, évidemment. C'est ça, le mec qui veut blaguer, hop, il perd 1 point. Bravo. Mais Samir, il n'y a pas de réponse D. C'est ça. Question suivante. Pourquoi la compassion protège mieux de l'épuisement que l'hyper-empathie? Réponse A, parce qu'elle ajoute de l'humour. Réponse B, parce qu'elle oriente l'énergie vers l'aide plutôt que l'absorption de la détresse. Réponse C, parce qu'elle coupe toute émotion. Eh bien, je ne blaguerai pas cette fois et je te dirai réponse B. Bravo Samir, c'était la bonne réponse. Ouais. Youpi. Question moi, la voiture. 3. Question numéro 3, Samir. Quel duo de régions dans notre cerveau est central dans la résonance empathique pour la douleur? Réponse A, l'hippocampe et l'occipital. Réponse B, l'insula et le cortex singulaire antérieur. Réponse C, le tronc cérébral et le cervelet. Bon, allez, les yeux fermés, je te dirais réponse B. Oh, mais c'est une bonne réponse. Bravo, Samir. Alors. Tu gagnes des points. Tu as bientôt gagné la voiture. Il te reste une question. Si tu réponds juste, tu repars avec la voiture Playmobil. Parfait, parfait. Quelle pratique renforce un terrain favorable à une empathie durable? Réponse A, le défilement sans fin.
Réponse B, le multitâche agressif. Réponse C, méditation de compassion et respiration lente. Eh bien, c'est la réponse C, la méditation de compassion et la respiration lente. Exactement, Samir. Bravo, tu as remporté ta voiture Playmobil. Ah bah, Félicitations. Merci, Julien. Peut-être que toi aussi, qui nous écoute, qui nous regarde, tu as aussi gagné ton exemplaire. Laisse-nous un commentaire, ça nous fera plaisir de le savoir. Fais gaffe, Julien, il y a des gens qui vont prendre ça au mot et qui vont te réclamer une véritable voiture. Après, on n'a pas dit, ça peut être un petit jouet, ça peut être... voilà. Ça peut être un sticker, ça peut être une image qu'on Ça peut t'envoie être un par mail sticker, si tu veux. Ça marche aussi. Dernier point, peut-être une question bonus pour toi qui nous écoutes. Quelle est la meilleure action que tu peux mener? Réponse A, liker. Réponse B, commenter. Réponse C, t'abonner. Réponse D, partager. Réponse E, toutes les réponses sont justes. Samir? Ah bah écoute, moi je dirais réponse E, toutes les réponses sont justes, Julien. Absolument, t'as c'est gagné encore une mieux. Deuxième voiture. Donc voilà, toi qui nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, on espère qu'avec ce podcast, on t'aura apporté des informations pertinentes, on t'aura donné les éléments, les angles de compréhension pour que tu puisses aller un peu plus loin dans cette fameuse empathie qui est si importante. Et bien évidemment, ça s'adresse aux professionnels de la relation d'aide, mais ça s'adresse aussi à toi si tu es dans un domaine totalement différent, parce que si demain on vit dans un monde où il y a plus de personnes empathiques, il y a de grandes chances que ça se passe quand même pas mal mieux qu'aujourd'hui. Ouais, je pense aussi, ouais. Ça aiderait pas mal le monde à dépasser les défis, en tout cas qui se présentent aujourd'hui, vraiment. Exactement. Voilà. Écoute, moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.